Troisième rencontre avec Robert Brown. Robert Brown, bonjour. Notre entretien va se terminer aujourd'hui. Je suis restée trop peu de temps à Raiatea. Je rappelle pour nos auditeurs que ton père était d'origine américaine et qu'après la guerre, il avait découvert le Pacifique et l'amour puisqu'il s'y est marié. Et tu te souviens des amis que ton père avait, les notables peut-être d'ici? Il y avait les Tandonnais, il y avait un certain nombre de familles de notables, enfin un peu plus aisées que les autres, les Sanker. Oui, la famille Hart, le grand-père Hart, Ralph, papa était ami avec eux. Ensuite, le fils Alfred, le père de Roland qui est au fret à l'aéroport Rafa, qui était marié avec une fille sage de Punavia, qui habitait ici en ville. Il y avait les Tambrins. Alors, c'est à Tambrins que papa a acheté une parcelle ici. Et ça tombait bien quand il est allé voir M. Tambrin pour voir s'il ne voulait pas nous vendre une parcelle. Parce que c'était le bout de la propriété qui touchait Charles Smith de l'autre côté et 80 mètres le long de la route. Au début, Tambrin voulait juste vendre un petit bout. Papa dit, c'est pas assez grand, vends-moi encore un peu. Et ma mère lui dit, n'insiste pas, après il va changer d'idée. Et ça tombait bien, Tambrin avait besoin d'un peu de liquidité. Alors c'est comme ça que nous avons acheté ici en 41. On vivait encore en ville dans la vieille maison de famille, mais le week-end, on venait à pied de la ville jusqu'ici. Et quand il y a eu une grande fête, chaque district avait fait un faré. Là, on a acheté le faré du district de Avera, qui était démonté en 4 panneaux. Il a suffi de louer la camionnette des gros gens, de mettre dedans, d'apporter ici, de mettre des troncs de Ilan qui faisait la fondation. C'était un plancher en sable simplement, en terre battue et sable. Et j'ai vécu des années là-dedans. Pour ça, je garde ces photos-là en souvenir du faré. On voit sur une des photos un coin de toiture. C'était ce toit ici qu'on commençait à monter. Alors ça nous suffisait pour nous trois. Papa avait son lit, maman son lit, moi le mien. Oui, c'était un peu le faré week-end. Oui, et on a vécu là-dedans. Derrière, il y avait la cuisine, une autre partie de la maison. Il y avait notre table de salle à manger. Et le soir, j'étudiais mes leçons avec une lampe à pétrole. Et l'eau était courante à la maison? Oui, la conduite déjà passée. Elle passe dans nos terrains, la grosse conduite là. Je voudrais profiter de cette émission pour faire passer de vieilles chansons. Je sais que tu les aimes. Voici, chantées par Maeva, Bimbo et Taroa, Eva et te pape puro. Eva i te pape pu o orora, eva i hapura au no ue. Ataha te mahana, o i mai e mawahe. Eva i te pape pu o orora, eva i hapura au no ue. Ataha te mahana, o i mai e mawahe. Whatever mamae, whatever papae. Te ume ne, na te moana e. Ko patahiara tō tino i tie, te upe no pani ani e. Waputa otu i te mana o mawhaturoto i au here. Whatever mamae, whatever papae. Waputa otu i te mana o mawhaturoto i au here. Whatever mamae, whatever papae. Waputa otu i te mana o mawhaturoto i au here. E whana wenawe, whana wenawe yanai. E whana wenawe, Ei whana wenawe ia ue. Te pape pu o orora e vei hapura au no ue. Ataha te mahana, ho i mei e mawai. E vei te pape pu o orora e vei hapura au no ue. Ataha te mahana, ho i mei e mawai. whatever mamae, whatever papae. Te ume ne, na te moana e.
To patahiara tau tinoiti e te hupe no pani ani e Wa puta o tu i ke mana o mawhatu roto i au here Whatever mama e, whatever papa e, Wa puta o tu i ke mana o mawhatu roto i au here whatever mama e, whatever papa e, Wa puta o tu i ke mana o mawhatu roto i au here e whana venawe, E whaana vina ve ia ue e whana venawe, E whaana vina ve ia ue e whana venawe, E whaana vina ve ia ue Et quel souvenir as-tu de ton enfance à Raiatea? Les fêtes, les juillets, le cinéma, le sport. Les fêtes de juillet, c'était super. C'est là où il y a la poste maintenant. Il y avait les Faretavridas de chaque côté de ce chemin qui rentrait. Et on allait au tourniquet le soir. J'avais une chance à ce moment-là. Je gagnais des paréos. Que tu offrais à tes petites copines? Non, c'était pour la maison. Tu avais un vélo? Pas tout de suite. Quand j'étais jeune à l'école, papa savait les heures pour venir me chercher. Il avait un vélo de femme avec un petit siège. J'avais donc 6 ans. Il venait me chercher à l'école, me ramener à la maison et à 1h, il me ramenait à l'école. Plus tard, j'ai eu un vélo. C'était la belle époque, je pouvais me déplacer en vélo. Et c'était surtout les petits copains chinois. Comme on habitait à côté du Kumingtong, juste de ce côté-ci. Alors j'allais en ville à pied, c'était pas loin et tout. Et quand ma mère taillait la haie le samedi, je transportais les saletés, mettre sur un tas. Je gagnais mes 5 francs pour aller au cinéma. Et quand c'était pas un week-end où elle taillait la haie, j'allais rafler toutes les bouteilles vides derrière chez ma grand-mère, chez mes tantes, chez nous-mêmes. Alors je triais, je séparais les bouteilles huileuses, je faisais chauffer de l'eau pour que ça soit bien propre. Parce que le vieux l'a chaud, il sentait. Tmari, sentait l'huile, tout ça. Mais quand j'avais vendu mes 5 bouteilles, 1 franc le litre, alors quand c'était des bouteilles plus petites, là, c'était un peu moins cher, il fallait en laver plus. Et le samedi soir, je disais à papa, je vais au cinéma ce soir. J'avais pas le droit d'aller en semaine, le mercredi. Une seule fois, on a été. Le mercredi, c'est quand ils ont joué les mutinés de la Bounty. Autrement, je pouvais y aller le samedi soir. Tout seul? Tout seul. Et des fois, quand j'étais un peu plus grand, on allait voir Adèle Simon, qui s'occupait du Faré Cinéma, pour avoir un bon pour aller balayer le cinéma. Alors, on avait des bons pour aller gratuits. Et quand j'avais lavé mes bouteilles, je tapais sur ma poche, je dis, papa, je vais au cinéma. J'ai mes 5 francs. OK. La tranche de pastèque se vendait 4 francs la tranche. C'était cher Non, par rapport... 1 franc. 1 franc. C'était le billet de cinéma qui était à 4 francs. Et la tranche de pastèque à 1 franc. Donc, tu vois, entre le billet de cinéma. Et la tranche de pastèque, tout allait bien. Tout allait bien. Et c'était un film à la fois ou 2 films à la fois? Oh, il y avait des éclairs journaux. En général, c'était un film. C'était bien. C'était des films muets au début? Au début, oui. Mais après ça, c'était des films parlants. Et qu'est-ce que tu aimais comme film? Les westerns, les cowboys. D'ailleurs, quand il y avait des films de cap et d'épée, le lundi, tout le monde arrivait avec une épée, avec une demi-noix de coco comme protection. Tac, 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 tac. Et puis quand c'était des films western, c'était moi qui fournissais les armes. Parce que ma grand-mère en Amérique, qui m'envoyait à chaque bateau des cadeaux, des petits pistolets en plastique, tout ça. C'était elle qui m'envoyait ça et je mettais dans un panier, j'emmenais à l'école, je faisais la distribution avec les copains. Et quand il y avait des westerns, le lundi, tout le monde était Armé. armé. Armé jusqu'aux dents.
puis il y avait d'autres jeux, par exemple, comme les toupies. Alors, la cour de l'école était assez grande. On partait d'un côté, puis c'était les toupies qu'on tapait avec de l'écorce de bourreau. Les gosses, ils ne jouent plus à ces jeux-là maintenant. C'était souvent des toupies que vous fabriquiez vous-même? On fabriquait nous-mêmes, et puis il y avait les toupies avec une pointe en bas. Alors, il fallait enrouler le fil autour, et puis quand tu balançais, bzzz, là, on essayait de faire la compétition qui pouvait casser les toupies des autres. Le football, on jouait avec des petites balles comme ça, comme les balles de tennis. On partait d'un côté de la cour jusqu'à l'autre côté, on revenait. La danse, il n'en était pas question, la danse tahitienne. Ah non, c'était... Non, c'était bien après quand il y a eu les groupes de danse pour le Tiurai. Et justement, lors de cette grande fête où il y avait eu tous ces farés là de fées, il y avait là devant l'hôpital, toute cette place devant, à l'entrée, le parking de l'hôpital. Tous les soirs, il y avait des groupes de danse qui s'entraînaient là. Alors naturellement, ça m'intéressait. J'allais voir les groupes de danse et quand c'était fini, rentrer à la maison. Est-ce que tu as été un bon danseur? Tu as bien dansé de temps en temps. Ah, le paoti, oui. Et puis, ma dernière année en pension, je suis allé au bal du 14 juillet à Papeete avec ma cousine Edwige, des amis. Et alors, quand l'école a repris, mademoiselle Perry me dit « Paraît que tu as dansé au bal du 14 juillet. » Je dis « Oui, c'est exact. J'aime la danse, les valses, les foxtrots et tout ça. » Et même quand j'étais jeune, ma cousine Denise, qui a été Madame Juventin par la suite, Edwige avait des élèves de danse. Beaucoup de filles chinoises venaient chez elle pour les cours de danse, foxtrot, tout ça. Je servais de cavalier, c'était toujours une façon d'apprendre à danser aussi. Vous alliez vous baigner souvent à la mer? Ah oui. Et à la pêche aussi? Alors ici, sur le quai de Tombrin, comme ça donne directement dans le bleu, on aimait bien venir là se baigner à la mer, à Tepua. Il y avait des bateaux qui étaient HS, mais qui étaient amarrés au fond de la baie de Tepua. Alors on sautait du toit des bateaux, c'était pas des goélettes, c'était des caboteurs, quoi. On sautait de la toiture. On plongeait, on sautait. On plongeait, on sautait. Et la pêche, vous alliez, il y avait encore des pêches aux cailloux? Si, ça devait exister. Moi, ma première pêche aux cailloux que j'ai vue, c'était à Tumara. J'avais une plate avec un moteur hors bord. Quand on m'a dit qu'il y avait un tauteitora là-bas, j'ai embarqué 2 amis, puis on est parti avec la plate avec le moteur hors bord, voir la pêche aux cailloux. Ensuite, c'est à Bora surtout que j'ai vu des pêches aux cailloux, là. Et à Taha après. Matau hian to
Raiatea, c'est l'île sacrée, c'est l'île de la tradition. Oui. On parle des Umuti, des Tawa. Oui, eh bien, mes premiers Umuti, j'ai eu justement après l'école, dans les années 46-47, par là. Il y avait un Tawa qui était très fort de Apuiti, Tiaisho. Et une fois, il était hospitalisé à Miami. Et comme tous les jours, j'allais faire les prises de sang pour la filariose. Alors, je visitais chaque malade s'il n'avait pas besoin d'une prise de sang, ça. Et c'est comme ça que j'ai pu discuter longuement avec Tiaisho, qui m'a expliqué que sa fille aînée, à 16 ans, elle arrivait à éteindre le four. Il m'a dit, si elle n'était pas morte, elle est morte, je crois, tuberculeuse. Mais il m'a dit, si ma fille n'était pas morte, elle aurait été plus forte que moi. Parce qu'on avait assisté à Tahiti à un mouti qui s'est passé à l'école de plus de Punaauia. Puis j'ai trouvé que le rythme ne suivait pas bien et tout. Hein. D'ailleurs, il y a eu des gens qui sont brûlés les plantes de pied. Hein. Alors Tiaisho m'a expliqué qu'il faut surtout bien taper avec les branches de Auti pour chasser justement tous ces petits morceaux de charbon qui ne sont pas complètement calcinés, quoi. Et ça évite de se brûler les pieds. C'est quand même formidable quand tu vois ces pierres chaudes. Oui. Hein? Et celui qui le fait actuellement à Tahiti, Raymond Graff, c'est un petit cousin à Paulet. Il est en train de former son gosse. Hein? Il paraît, oui. Oui, il y a des règles à respecter. Autrefois, le umuti servait plutôt à faire cuire les racines du auti. Hein? Et en période de disette, de famine, c'était les racines de auti. Je crois qu'à Maupiti, c'est comme ça qu'ils font. Ils vont déterrer, faire cuire. C'est et très sucré. C'est sucré. Hein? C'est plein de vitamines et c'est très sucré. C'est très bon d'ailleurs. Oui, j'en ai mangé une fois en allant sur Maupiti. Ils avaient fait un umuti. Hein? Et ce Tawa ne t'a pas dit d'où il tenait son pouvoir? Ah non, ils vont pas te dire. Même à toi. Mais il m'a dit un petit peu les paroles qu'il faut prononcer hein, au moment des cérémonies. Hein. Bien sûr, j'ai pas tout retenu, mais je crois que c'est dans le mémorial, il y a des passages où il donne les paroles qu'on utilise au moment des cérémonies. Hein. Et dis-moi, Robert, quand tu étais enfant, on te parlait du marae de Taputapuratea et vous y alliez... Non, on s'en approchait pas? Non, c'était trop loin. Ce n'est que bien plus tard que ça m'a intéressé, que j'ai commencé à aller jusqu'à Opua. Et une fois, je suis allé à Opua, en plate justement, avec mon père hors bord, un 14 juillet. Ce 14 juillet-là, Tata Tsessel, celle que tu vois là au milieu sur le tableau, là, la tante de Paulet, Marcel Graff, Tata Tsessel. Elle était ici en vacances. Paulet venait de s'installer avec les enfants après le décès de mes parents. J'ai dit, tiens, Tata, t'en profiter, il fait beau, calme plat, on va au marais à Opua. Il m'a dit, comme tu veux. Oui, en 20 minutes, on était là-bas. Et pas de clapotis, tout ça, c'était vraiment super. Et je suis arrivé à un passage dans le Ahua, dans le petit récif Frangeon, et je suis arrivé jusqu'à la plage. J'ai accosté, je dis, viens, Tata, on va aller voir le marin. Je dis, c'est drôle. Il y a longtemps que je ne suis pas revenu ici, et aujourd'hui, je suis tombé pile sur le passage dans le Ahua. Il m'a dit, mon fils ne cherche pas, tu as été guidé. Et quand on est arrivé au marin, je dis, Tata, tu ne veux pas monter ici voir les cailloux? Elle me dit non. Ta grand-mère est d'ici, toi tu as le droit d'aller sur ce marin, pas moi, je suis des Tuamotu. Ah oui, il y avait des croyances encore très vivaces, très fortes, oui. En 65, il y avait encore en 66, hein, il y avait encore des croyances très fortes. Hein. À ce propos, le livre de Paul Huguenin, Raiatea à la Sacrée, est très intéressant. Paul Huguenin, comme tu le sais, fut directeur des écoles des îles sous le vent en poste à Uturoa. Le livre est d'autant plus intéressant qu'il est illustré de croquis de l'auteur et de photographies de Madame O'Hare, photographe bien connue de cette fin du XIXe siècle. Voici ce qu'il écrit au chapitre des religions et mythes à propos des sorciers et des Tawa. Les sorciers,
ou inspirés, montaient ensuite sur l'autel et se livraient à leurs élucubrations, dictées soi-disant par la divinité. Quand on procédait à la cérémonie du couronnement d'un roi, les sorciers étonnaient la multitude par la pousse soudaine d'un manguier. Et entre parenthèses, Dumont d'Urville raconte ce même fait dans son voyage pittoresque autour du monde. Ils étonnaient donc la multitude par la pousse soudaine d'un manguier ou bien faisaient un houmouti. À l'heure actuelle, les sorciers paraissent avoir perdu le secret du tour du manguier. Il y avait encore une foule d'autres cérémonies religieuses qui se célébraient sur le marais ou en dehors, entre autres l'investiture royale. Le roi montait absolument nu sur une grande dalle devant l'autel du marais d'Opoa. Le grand prêtre lui attachait la ceinture rouge, Maruura, emblème de la puissance royale. Quand une flotte de pirogues abordait à Opoa, ceux qui la montaient présentaient une pièce de ha'a, étoffe faite avec de la pellicule de coco. Ils disaient des prières en offrant un cochon ou un régime de bananes sur le marais. Ce n'est pas sans peine que l'on parvint à extirper toutes ces cérémonies païennes. Si elles ne peuvent plus se pratiquer publiquement, il est facile de voir quelle place importante elles tiennent encore dans la vie des indigènes. Combien ceux-ci ont plus de confiance dans le pouvoir de leurs sorciers et dans ces remèdes que dans toutes nos médecines. Du temps. Il en faudra pour que ces populations soient pénétrées par une religion qui est esprit. Puissent les Polynésiens survivre assez pour la pratiquer comme les nations civilisées ne la pratiquent pas en ce commencement de siècle, dans un esprit de justice et de véritable fraternité chrétienne. Je ne commenterai pas ces propos à la fois lucides et naïfs et propose d'écouter un outé des îles sous le vent, Maito no Maupiti. Aotearoa change, Raiatea se modernise. Je pense que ça te fait quand même plaisir. Ou bien est-ce que ça t'inquiète? En tous les cas, ils ont fait un beau quai. Mais il n'y a plus le beau marché, le marché pittoresque qu'il y avait autrefois.
Ah, c'était là qu'il y avait les bals publics, le Oui. 14 juillet, le 11 novembre, tout ça. Ça se faisait dans le marché. Il y avait des grands comptoirs. On pouvait avoir du whisky Perrier, orchestre, bal. Si. Est-ce que tu as une certaine nostalgie de la vie d'autrefois ou tu trouves que c'est bien maintenant, qu'il faut moderniser, Ben oui, il faut pas regarder oui, il faut sur le moderniser. passé? Il faut moderniser petit à petit, pas trop d'un coup, hein. Mais enfin, quand on a vu les nouveaux plans pour Uturoa, on s'est dit, bon, ça va changer de physionomie et tout. Mais comme je t'ai dit, quand nous avions acheté notre concession maritime ici, et que papa venait avec son fauteuil me voir avec les travailleurs en train de couler les murs en béton, j'ai dit, papa, quand tu seras plus là, ce coin de bord de mer va changer de physionomie. Il m'a dit, tu fais comme tu veux, ça sera à toi à ce moment-là. Et c'est comme ça, j'ai décidé d'ailleurs, cette maison, j'ai fait les plans pour cette maison, suivant les desiderata de mes parents. Les 4 chalets, j'ai fait les plans. Le salon de Paulet, qui est devenu le studio de Charline, j'ai fait les plans. J'aimais dessiner à l'école, alors je vois pas pourquoi aller payer un architecte quand je peux faire les plans moi-même. Exactement. Hein? Et c'est comme ça que j'ai fait mes chalets en A. Ah, il fallait entendre des chalets en A, mais il va faire chaud. Donc je dis, taisez-vous, vous connaissez pas. Vous, il n'y a que la boîte d'allumettes. Il n'y a que ça que vous connaissez. Hein? J'ai vu ces maisons à Honolulu, les Ephraim. Eh bien, si tu calcules les ventilations en fonction de ce qu'il faut, eh ben, tu peux très bien avoir une chambre à coucher en bas, une cuisine, une salle d'eau, un salon, salle à manger, la terrasse de l'autre côté et une mezzanine en haut. Bien sûr. Ah, c'est comme ça que j'ai donc fait les plans. Je me suis installé une feuille de 4x6 de contreplaqué sur la table. Je venais de ramener ma musique de Tahiti. Et je me suis installé là-bas avec ma bouteille de scotch, mes crayons, Ma musique. la musique. Et j'étais tout seul ici pour l'été encore sur Tahiti. J'ai donc dessiné les plans Des 4 maisons. des 4 maisons et les mettre en chantier. Et Dr Malardet, justement, m'avait demandé de patienter, d'attendre son retour en 67. Ne quitte pas l'Institut, j'ai besoin de toi. Et c'est comme ça que Paulet est venue en 66 avec les enfants. Et à ce moment-là, elle surveillait les travaux, les finitions. Et moi, je faisais la navette. Entre Tahiti j'ai fait 9 ans et demi la navette. Je crois que j'ai au moins une aile d'avion. Tout ce que ça m'a coûté, mais je passais mes week-ends ici En avec famille. la famille. Et dis-moi, tu m'as parlé ce matin des Cibis. Tu as fait de la... Oui, j'ai encore mon équipement là, mais j'en fais plus maintenant. Qu'est-ce qui t'avait donné l'idée de faire ça? Ben, c'était la mode à ce moment-là, tout le monde se lançait dans la CB. Je m'étais même abonné à CD Magazine pour plus m'informer et tout. Et je disais qu'un jour à 14h, j'ai fait une communication avec mon antenne extérieure, là, verticale. Devine où j'ai abouti. Je ne sais pas. Nouakchott, Oh, en Mauritanie. C'était au moment où ils étaient en train de faire le film Force Hagan. J'ai causé avec les gars, tout ça en français, et ils étaient en train de faire le tournage de Force Hagan en Mauritanie, hein, avec mon antenne là, verticale. Hein. c'est amusant ça. Ah oui, Et tu as continué à pratiquer quelque temps? un petit peu, mais ça gênait pour les plutôt de m'entendre dans la chambre. Oui. Mais j'avais des correspondants aux États-Unis. J'avais même on échangeait des recettes, comme c'était un assez costaud qui aimait la cuisine aussi. Alors, on se passait des menus. Tu as déjà préparé le poisson de telle façon, tout ça. Alors lui, Pacifica, il était sur la côte extérieure de San Francisco. J'ai d'ailleurs mon carnet avec toutes mes adresses. Enfin, ça m'a fait une distraction pendant un moment. Ia hei po hei hei whaore turiri O e shoa o tau I here Ai ta paha o e hamana o
wahere au ia oe I te do e iripo O te vea vea o te mahana Tatara pai shoa oe Ya moe moe no atua Ia hei po hei whaore duriri O e shoa tau I here Ai ta paha o e hamana o E wahere au ia oe I te to e iripo O te vea vea o te mahana Tatara pai shoa oe Ya moe moe no atua Tu as parlé tout à l'heure du mercredi du marché. Jean Reversy découvre Raiatea en 1953. Il y est arrivé par la goélette La Bénitia et ce médecin, de retour en France, revit son séjour et rédige ce roman intitulé Le Passage, dont je vais lire un extrait. Le héros, un certain Palabo, a choisi de vivre à Raiatea. Il avait acheté l'hôtel des Mers du Sud, grande bâtisse dont les murs faits de tiges de bambou supportaient un toit de tôle ondulée. On entrait par une porte toujours ouverte dans une vaste pièce au plancher cimenté, bar et salle de danse, qu'une cloison de feuillage tressé séparait des chambres et de la cuisine. Derrière la maison, une terrasse meublée de quelques tables dominait le lagon, d'où montait l'odeur fétide du copra et des détritus jetés à la mer. À Uturoa, la fortune lui avait souri. Des domestiques indigènes faisaient les basses besognes. Il avait engagé un cuisinier français qui porta bien haut la renommée gastronomique de l'hôtel. Palabo tenait le bar où s'accrochaient en permanence quelques indigènes avinés. Des années avaient ainsi coulé sans déboire. Uturoa, malgré sa laideur, sa rue unique, ses innombrables boutiques chinoises où s'entassaient les boîtes de conserve, les blocs de savon et les piles de cotonnade, pouvait ressembler à un village de France. Pour le voir tel, Palabo n'avait qu'à fermer à demi les paupières. Dans la rue, un petit cheval tirait une voiture cahotante. Au contact de la civilisation, les indigènes avaient pris un aspect lourdeau et rural. Ils les regardaient aller d'un pas pesant, leurs chapeaux de pandanus enfoncés jusqu'aux oreilles. La vaïnée en vélo, vêtue d'une robe de collection, évoquait la villageoise endimanchée partant au bal ou à la messe. Des chiens maigres erraient. Un coq chantait dans le voisinage. Le comptoir d'un café est un merveilleux observatoire du monde. Palabo y découvrit l'emplacement de son destin. Les coudes sur le zinc, ou servant un verre, il voyait vivre Uturoa, au-delà de la porte ouverte sur le village et sur la mer. Le mercredi, jour du marché, l'île habituellement calme sortait de sa somnolence. Les goélettes arrivaient de Papeete chargées de passagers. À pied, à vélo, sur de petits canots, les indigènes affluaient des districts voisins. Dans la rue unique, ils finissaient par être plus nombreux que les Chinois et venaient s'asseoir sur le bord du trottoir cimenté parmi les tas de fruits d'arbres à pain et les lourds régimes de bananes. Ils regardaient les bonites à flancs bleutés, pêchées à l'aube et accrochées aux grilles du marché couvert, riaient et plaisantaient en fumant de petites cigarettes roulées à la main. Une guitare grinçait, accompagnée parfois d'un chant vite étouffé. Dans le brouhaha, les jaunes se démenaient et jacassaient. Leur voix gutturale perçait le bruit doux de la flûte tahitienne. Ce jour-là, le restaurant s'emplissait et l'argent affluait.
Les indigènes de passage avalaient voracement le poisson cru mariné dans le jus de citron, le nez dans un bol qu'ils rendaient, léchés et nettoyés, et puis allaient s'étendre à terre devant la porte, leur bagage à côté d'eux emballé dans un paréo. Ils restaient là, digérant et rêvant jusqu'au milieu de l'après-midi, à l'heure où les goélettes reprenaient la mer. Les touristes européens exigeaient une cuisine plus soignée, d'une maison de bonne réputation, et déjeunaient sur une table fleurie. Aux poissons crus traditionnels succédaient la langouste, les varots, sortes de larves visqueuses dont on raffole dans les îles, et la viande filandreuse des maigres vaches d'Océanie. Le restaurant avait encore la spécialité de plats marseillais, riches de piments et de poivre. La foule des villageois d'Outouloa entourait l'hôtel. Accoudés aux fenêtres ouvertes ou debout sur le seuil, ils regardaient curieusement ceux qui déjeunaient à l'intérieur. Les filles, en robe de dimanche, rôdaient autour des marins de la goélette, mangeant silencieusement autour d'une grande table qui leur était réservée. Ces hommes, extraordinairement musclés, rares survivants d'une race agonisante, étaient seuls capables d'effectuer le travail exténuant de matelots et de débardeurs. Tu sais que j'ai failli être chauve comme mon père. Quand je me suis marié en 50, était la brillantine, les pommades et ceci, cela que je mettais sur les cheveux. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois que je me peignais les cheveux, je perdais au moins une vingtaine de cheveux. Et ma femme qui était coiffeuse m'a dit, continue à mettre toutes ces saletés-là, tu vas finir chauve comme ton père. Alors mon père, il avait les cheveux autour, et puis là, il laissait long, et il peignait comme ça pour recouvrir. Pour cacher, oui, la calvitie. Elle m'a dit, écoute-moi, coupe à la Navy, à l'américaine, coupe très court, et puis tu vas voir, tu auras toujours tes cheveux. Alors je l'ai écouté, et une fois par mois, je vais chez mon coiffeur ici en ville, le plus court possible. Hein? Il me donne toujours mes lunettes après pour regarder, bon, ça va comme ça, ok. Alors c'est comme ça que, une fois par mois, je vais en ville, à la banque, chez le coiffeur et chez mon docteur. Voilà, c'est bien organisé, voilà. C'est bien... Le reste du temps, c'est Paul qui va faire les courses. D'ailleurs, il y a longtemps que je ne conduis plus. Tu n'as jamais songé à écrire tous tes souvenirs? J'ai assez écrit pendant des années quand j'étais au service. À faire des rapports et des rapports et tout ça. On m'a posé la question. En tout cas, cette retraite se passe bien, Robert?
Ben oui, seulement le seul truc, comme je te dis, ce n'est qu'à mon retour de France en fin 90, avant de prendre ma retraite, que j'ai appris que j'avais le diabète. Alors que j'avais été au dispensaire ici. Je me plaignais de perte de sensibilité sous les pieds. Il y avait une doctoresse malgache à l'époque qui était au dispensaire. Je lui explique mes symptômes. Au lieu de dire on va faire une prise de sang et on verra ce qu'il y a, non, prends ceci, c'est peut-être les nerfs, prends ceci, prends cela. Alors Dieu seul sait combien de temps que j'ai traîné mon diabète parce que c'est vraiment une saloperie. Ça fait pas de bruit, ça rentre dans ton système, dans ton corps. Bon, j'ai tous mes médicaments maintenant, tous les après-midi vers 4 heures. Je prépare mes petits verres à digestif. Le verre rose c'est pour le soir, le jaune c'est pour le lendemain matin et j'ai donc mes comprimés à préparer. Le soir, j'avale ma dose avec un verre d'eau. J'étais descendu à Popété l'année dernière à Cardella parce que ce qui s'est passé, le 10 janvier, c'était l'anniversaire de mon fils Patrick. On a fait la fête au ponton. Il faisait tellement beau ce soir-là avec une bonne petite brise, les étoiles, tout ça, petite musique. J'ai les nièces et les petites filles qui n'ont pas arrêté de me servir en cutisarc. Je vois. Ah, j'étais bien ce soir. Mais tu l'as payé un peu, si je comprends bien. Allez, une dernière chanson, Robert, qui rappelle tes origines américaines, ou plutôt une mélodie bien connue. Robert, on va arrêter là notre entretien. Oui. On aurait sûrement mille autres choses à dire. Ce sera pour un prochain passage à Raiatea. Merci, Robert Brown.